Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. Le président Macky Sall fait toujours planer le doute sur son éventuelle troisième candidature à la présidentielle de 2024. En parallèle, l'opposant Ousmane Sonko accuse le président sénégalais d'avoir tenté de porter atteinte à sa vie. Nous reviendrons dessus en début d'édition. L'ex-otage français Olivier Dubois foulait le sol français ce mardi. Après avoir été détenu en captivité pendant près de 2 ans, il a enfin été libéré hier grâce aux autorités nigériennes. Il a été accueilli aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron. Crise de l'électricité, crise de l'eau, l'Afrique du Sud doit répondre à différents défis alors que la population réclame la démission du président. Pour tenter de remédier au manque d'eau, un entrepreneur a décidé de purifier et traiter l'eau provenant de drainage minier acide en eau potable. Macky Sall sera-t-il pour la troisième fois candidat à la présidentielle? Si l'actuel chef de l'État sénégalais laisse toujours planer le flou sur ses intentions, à 1 an de l'élection de février 2024, il pourrait faire un pas vers un troisième mandat. Confession faite dans une interview donnée à un hebdomadaire français, alors même que le cas d'Ousmane Sonko cristallise les tensions. Émeric Torroignan. Alors que la grogne monte à Dakar et dans d'autres villes du Sénégal sur son éventuelle candidature à un troisième mandat, Macky Sall continue d'entretenir le flou. Dans une interview donnée à l'hebdomadaire français L'Express, le chef d'État sénégalais souffle le chaud et le froid sur la question. Se présentera-t-il à l'élection présidentielle de 2024? À cette question, Macky ne répond ni oui ni non, mais il estime en avoir le droit au regard de la constitution de son pays. Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non? C'est un débat politique, je l'admets. Je n'ai pas encore apporté ma réponse. J'ai un agenda, un travail à faire. Le moment venu, je ferai savoir ma position, d'abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise. Le flou entretenu par Macky Sall, ajouté au sort politique de son adversaire le plus en vue, Ousmane Sonko, alimente les tensions au Sénégal. Le leader du PASTEF, dans une vidéo mise en ligne la nuit de lundi à mardi, accuse le pouvoir de tentative d'assassinat sur sa personne. En sweatshot, dans un lit d'hôpital, l'opposant affirme avoir été rudement brutalisé et aspergé d'un produit nocif par les forces de l'ordre sénégalaises lors de son trajet vers le tribunal où il devait comparaître pour une affaire de diffamation. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une tentative d'assassinat, sinon d'assassinat au moins d'attentat contre mon intégrité physique. J'ai été brutalisé, mais le pire, c'est que les agents de la police et de la BIP particulièrement m'ont aspergé d'un liquide à bout portant, un liquide extrêmement toxique. Pour Ousmane Sonko, le régime de Macky Sall utilise une stratégie de terreur pour faire taire ses adversaires politiques. Faux répond le camp d'en face qui dénonce une hospitalisation mise en scène dont l'objectif est de manipuler l'opinion pour se soustraire des griffes de la justice. Dans son interview accordée à l'Express, le président Macky Sall met en garde contre toute tentative d'intimidation du pouvoir et de blocage de la justice. Le projet de constitution divise toujours au Mali pour tenter de la vulgariser. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est présenté hier aux forces vives de la nation. Au-delà des réserves des hommes politiques, une frange de la société civile s'oppose également à l'adoption du projet de constitution. Certains points ne font pas l'unanimité, comme l'intitulé du mot laïcité. Les associations musulmanes du pays ont d'ailleurs demandé son retrait pour le transformer en termes multiconfessionnels. C'est pourquoi le colonel Assimi Goïta a rencontré hier les leaders religieux et de la société civile. On l'écoute. Le projet de constitution qui est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui est le fruit de larges discussions au cours desquelles les membres de la commission se sont exprimés en toute liberté et ont tenu compte des préoccupations majeures exprimées par des Maliennes et des Maliens.
À présent, il vous revient de vous approprier ce document qui est justement le vôtre. Il est surtout attendu de vous d'en faire une large diffusion et une bonne explication auprès de la population. Les Maliennes et les Maliens de toutes les régions de notre pays et à l'extérieur ont besoin d'être informés sur les innovations et les avancées du projet de constitution. Le journaliste français Olivier Dubois est arrivé en France ce mardi à la base aérienne de Villacoublay. 2 ans après avoir été détenu en captivité au Mali, l'ex-otage va pouvoir retrouver ses proches. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président français Emmanuel Macron. Moment de retrouvailles toujours chargé d'émotions. Et cette bonne nouvelle, nous l'avons apprise hier, la libération de ce journaliste français Olivier Dubois, enlevé au Mali le 8 avril 2021 dans le nord du pays, à Gao. Il était détenu depuis par les membres du JNIM, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda au Sahel. Il est arrivé libre lundi à l'aéroport de Niamey. Les détails avec Émeric Torquegnon. C'est un homme libre qu'il apparaît ce lundi aux côtés d'un officiel nigérien à la salle d'honneur de l'aéroport de Niamey. Après près de 2 ans de captivité, Olivier Dubois, le journaliste indépendant français, désormais ex-otage du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, peut dorénavant sourire. Lui qui, le 8 mai 2021, paraissait inquiet dans une vidéo où il annonçait son enlèvement survenu le 5 avril de la même année à Gao, au nord Mali. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer. Le journaliste s'était rendu à Gao pour une interview exclusive avec un cadre du GSIM. 2 jours après, il devait prendre son vol de Gao pour retourner à Bamako, mais il ne s'est pas présenté à l'aéroport. La nouvelle de sa disparition, connue d'un certain nombre, a été tenue secret avant d'être rendue publique après la diffusion de sa vidéo. Libéré ce lundi, après une médiation conduite par les autorités nigériennes, Olivier Dubois, tout ému, rend hommage à ceux qui ont contribué à sa libération. Pour dire qu'évidemment, c'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne m'y attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire dans ce type de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi et à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est court, il faut que je reprenne mes esprits, désolé. Peut-être plus. La santé, tout se passe bien dans votre je me sens fatigué, mais je vais bien. Olivier Dubois, qui devrait rentrer en France mardi, est le tout dernier otage français dans le monde après Sophie Pétronin. Sa libération est saluée par le président français Emmanuel Macron, qui se dit soulagé et exprime dans un message sur Twitter sa grande reconnaissance au Niger. L'otage français n'a pas été libéré seul. L'humanitaire américain Jeffrey Hodke, enlevé au Niger depuis octobre 2016, puis amené au Mali, recouvre également sa liberté. Et prenons à présent la direction du Kenya, où le climat social est toujours tendu. Ce lundi, de violents échanges ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre lors d'une manifestation contre l'inflation. La police anti-émeute kenyane a dispersé à l'aide de gaz lacrymogène les manifestants de l'opposition qui se sont rassemblés devant les bureaux du gouvernement dans la capitale Nairobi. Précision Mathieu Nicolas. Un rassemblement pour protester contre la vie chère qui termine en affrontement. Lundi à Nairobi, des partisans du chef de l'opposition Raila Odinga se sont rassemblés pour dénoncer entre autres l'inflation galopante. Rapidement, le ton monte entre manifestants et forces de l'ordre. Des heurts éclatent. Au jet de pierre des manifestants, la police répond à coups de gaz lacrymogène. Je suis venue parce que le coût de la vie est élevé. Les frais de scolarité, les hôpitaux, tout est cher. Un citoyen ordinaire ne peut pas se permettre ce style de vie. Aujourd'hui, les affaires sont au ralenti. Nous sommes venus manifester pacifiquement. Mais j'ai été surprise de voir la police tirer des gaz lacrymogènes et nous jeter des pierres. Les incidents ont notamment éclaté devant des bureaux gouvernementaux à Nairobi.
Les organisateurs de la manifestation avaient prévu de marcher vers State House, le palais présidentiel, dans le centre de Nairobi, où une vingtaine de manifestants ont été arrêtés. Parmi les personnes interpellées figurent 2 parlementaires, tous 2 membres du parti de l'opposant Raila Odinga. Certains manifestants affirment qu'ils étaient venus protester pacifiquement et que la police a été la première à jeter des gaz lacrymogènes. Nous sommes ici pour nous battre pour nos droits. La vie est si dure. Si vous voyez, ces jeunes hommes et femmes, nous n'avons pas d'emploi. Les gens perdent leur emploi. Nous sommes fatigués, c'est pourquoi nous parlons de nos droits. Certaines des scènes les plus féroces se sont déroulées dans la colonie de Kibera à Nairobi, un quartier pauvre avec une longue tradition de soutien à l'opposition. Malgré une interdiction de manifester, de nombreux Kenyans se sont réunis pour protester contre le coût de la vie. Raila Odinga avait convoqué ces manifestations afin de protester contre la montée en flèche du coût de la vie, mais aussi l'élection du 9 août dernier qu'il juge toujours volée. William Ruto avait remporté ce scrutin très serré et son adversaire considère son gouvernement comme illégitime. Et en marge de cette mobilisation contre l'inflation, un manifestant a été tué. Le chef de l'opposition kenyane, Raila Odinga, en a profité pour appeler les manifestants à manifester chaque semaine contre le coût de la vie chère. Écoutez. William Ruto a amené des flics. Il bat notre peuple, il arrête notre peuple. Il viole la Constitution et la loi. Nous le dénoncerons à la CPI. Aujourd'hui, c'était un début. Nous organiserons à nouveau des manifestations tous les lundis. Lundi prochain, nous manifesterons tous les lundis. Vous nous soutenez ? Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale est réalisé par Noël Dong, Alexis Berthomier et Ahmed Chinou. En Éthiopie, Getachew Reda a été nommé le 19 mars à la tête de l'administration civile du gouvernement du Tigré, en conformité avec les accords de paix de Pretoria. Getachew Reda est un visage connu de la scène politique tigréenne. Il avait été ministre de la communication et porte-parole du gouvernement d'Addis Abeba lorsque son parti, le TPLF, dominait le pays. Il avait par ailleurs négocié avec le général Tsetkan Gebretensai les accords de Pretoria et Nairobi avec le gouvernement fédéral. Parmi les défis qui attendent le nouveau chef du gouvernement tigréen, on peut citer la formation d'un gouvernement, le paiement des salaires des fonctionnaires et être l'unique interlocuteur des agences humanitaires. En Algérie, au moins 9 personnes ont trouvé la mort lundi suite au naufrage d'une embarcation transportant des migrants irréguliers au large de la wilaya de Skikda. Les équipes de secours ont annoncé avoir récupéré les dépouilles de 9 personnes alors que 2 personnes, dont une femme, ont été sauvées et que 8 autres sont toujours portées disparues. Toutes les victimes seraient des Algériens originaires des wilayas de Skikda et de Guelma, dans l'est du pays. 2 journalistes critiques du pouvoir au Togo ont fait appel lundi de leur condamnation par contumace. Ferdinand Ayité et Kokou Kowonu avaient été condamnés à 3 ans de prison ferme et à 3 millions de francs CFA, l'équivalent de 4 573 € pour outrage à l'autorité. Ils ont interjeté appel contre le jugement rendu par la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lomé. Ferdinand Ayité et Kokou Kowunu, respectivement directeurs de publication et rédacteurs en chef du bi-hebdomadaire L'Alternative, sont mis en examen depuis décembre 2021 pour outrage et propagation de propos mensongers. Leur mise en examen fait suite à des propos tenus dans une émission diffusée sur YouTube et qui mettait en cause 2 ministres du gouvernement togolais. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre les 2 journalistes, absents de leur procès. Et un chiffre à présent, 190 millions d'enfants de 10 pays africains sont les plus exposés à la conjugaison de 3 menaces liées à l'eau, le manque d'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Les maladies résultant de cette situation et les catastrophes climatiques. Un chiffre préoccupant qui sera au cœur du sommet de l'eau organisé par l'ONU à partir de mercredi et jusqu'à vendredi. Une menace qui sévit au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou encore en Guinée. Et au niveau mondial, plus de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies liées à l'eau et à l'assainissement et à l'hygiène.
Et illustration des défis liés à l'eau en Afrique du Sud. En plus de la crise de l'électricité, les habitants doivent composer avec des coupures d'eau. Vous allez le découvrir, certains Sud-Africains ont décidé d'agir. C'est le cas de Boatemulo Nkatlo, un entrepreneur qui a décidé de traiter et purifier l'eau provenant du drainage minier acide en eau potable. Pour lui, cette solution a le potentiel de résoudre les problèmes de pénurie en Afrique du Sud. Mathieu Nicolas. C'est dans la province de Gauteng, au nord de l'Afrique du Sud, que Boatumelo Nkatlo a développé son idée révolutionnaire. Alors que certains robinets sont à sec dans le pays, l'entrepreneur sud-africain a mis en place un système qui permet de traiter et purifier l'eau acide tirée des mines. Son usine utilise même des matériaux recyclés. Nous avons développé le prototype qui est derrière moi, où nous utilisons un déchet pour transformer le drainage minier acide en eau potable. Cela peut donc être appliqué à un certain nombre de mines afin de transformer leur drainage minier acide en eau potable. En Afrique du Sud, entre 40 à 45% des habitants n'ont pas accès directement à l'eau potable chez eux. Les solutions de Boatumelo Nkatlo représentent une alternative pour récupérer l'eau dans un pays qui traverse des pénuries d'eau. Donc, nous allons résoudre deux choses, qui est l'accessibilité à l'eau, puisque vous savez que nous avons connu en Afrique du Sud des pénuries d'eau. Ainsi, cela peut servir environ 1 million de personnes, en particulier dans le Grand Johannesburg, qui représente près de 20% de la population de Johannesburg. C'est la bataille que nous menons. Avec 20 kilolitres d'eau purifiée par jour par ce prototype, Boatumelo Nkatlo, l'entrepreneur sud-africain derrière le projet, espère étendre l'expérience à tout le pays. L'ancien ingénieur chimiste ne manque pas d'ambition, il veut fournir à son pays des millions de kilolitres d'eau au quotidien. Les Français ne décolèrent pas au lendemain du rejet de la motion de censure transpartisane à l'Assemblée nationale. Une nuit de violence a éclaté dans plusieurs villes de France en signe de protestation. Une motion de censure qui n'est pas passée à 9 voix près. Retour sur cette soirée avec Swilas Bey. 9 voix. Il n'aura manqué que 9 voix pour faire basculer le destin du gouvernement d'Elisabeth Borne et l'issue du projet de réforme des retraites avec. À l'initiative de la motion de censure transpartisane, le député Charles de Courson du groupe Lyot regrette l'issue du vote. Un rejet qui laisse tout de même apparaître une majorité présidentielle affaiblie par un vote qui s'est joué à un fil. La motion de censure a failli passer à 9 voix. Il faut rendre hommage à nos 19 collègues républicains qui ont voté la motion de censure. S'il y en avait eu 9 de plus, eh bien, ils étaient battus. Voilà. Donc tous les groupes, tous les autres groupes massivement contre eux. Ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Et dans le pays, ils ont déclenché le 49-3 et ils ont déclenché une crise sociale que plus personne ne maîtrise. Si c'est comme ça qu'ils pensent gouverner, eh bien ça n'ira pas loin. Après l'échec du vote de la motion de censure, les Français sont de nouveau sortis dans les rues, plus déterminés que la veille. Indignés par la tournure des événements, leur colère s'est exprimée parfois de façon virulente, avec un sentiment d'embrasement général. Face à un dispositif policier de plus en plus violent, la tension ne cesse de s'accroître, faisant craindre des débordements. Une escalade qui n'entrave en rien la motivation du mouvement. Écoutez, ça ne change pas grand-chose. Depuis des jours et des jours, on est dans la rue, on est en grève, dans les manifestations, dans des différents types d'actions, d'interpellation de la population, des politiques aussi, locaux, mais aussi nationaux. Visiblement, ils ne nous entendent pas, ils souhaitent passer en force, donc nous aussi, on va passer en force. Au lendemain de cette nuit de violence, les rues de la capitale sont jonchées de poubelles portant encore les traces de flammes éteintes. Les autorités ont recensé 287 interpellations en France, dont 234 à Paris. À 2 jours de la 9e journée de grève, les blocages continuent un peu partout à travers le pays. Ce mardi, le gouvernement a décidé de réquisitionner le personnel du dépôt de carburant de Fos-sur-Mer, mais la CGT a bloqué la sortie des camions. Un bras de fer qui fait planer la menace d'une pénurie pour les prochains jours.
Et une note de football avant de nous quitter, c'est désormais officiel. Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France. Nommé ce mardi par Didier Deschamps, l'international du PSG prend donc la succession de Hugo Lloris, qui a pris sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du Monde au Qatar. Kylian Mbappé pourra inaugurer son nouveau brassard vendredi pour le match qui opposera la France aux Pays-Bas. Et c'est la fin de ce journal, je vous retrouve pour l'édition du soir. En attendant, continuez à vous informer sur Télésud.